vous accompagner pendant 1h30. On va décrypter ensemble l'actualité politique, parlementaire et l'actualité dans nos régions. Emmanuel Macron a annoncé hier de nouvelles mesures en faveur de l'égalité des chances, la création d'une voie spécifique pour faciliter l'accès aux écoles de la haute fonction publique à des jeunes venant de quartiers défavorisés ou de milieux modestes. On va voir ce qu'en pense le sénateur de Seine-Saint-Denis, Vincent Capo-Canellas. Il est notre invité ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Frédérique Vidal, la ministre chargée de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. De nombreux étudiants dénoncent un harcèlement sexuel dont ils sont victimes sous le hashtag SciencePort. Comment va-t-elle y répondre? On lui posera la question. Et puis enfin, dans le Club des territoires, on parlera du retour de l'écotaxe, puisque la loi climat laisse la possibilité aux régions de la mettre en place. On en débattra. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 12 février. Alerte sur la Moselle. Olivier Véran parle d'une situation inquiétante en raison d'un nombre important de cas du variant sud-africain et brésilien. Le ministre de la Santé se rend sur place aujourd'hui pour discuter avec les élus. Des mesures locales ne sont pas exclues. C'était une promesse d'Emmanuel Macron. La plateforme antidiscrimination sera lancée aujourd'hui. Elle permettra de signaler plus facilement les cas de discrimination par Internet ou par téléphone. Elle sera dotée d'un budget de plus de 3 millions d'euros. Et puis prudence, si vous habitez en Vendée, dans la Vienne, dans les Deux-Sèvres ou dans l'Indre, ces 4 départements ont été placés en vigilance rouge par Météo France en raison de risques de neige et de verglas avec des pluies verglaçantes attendues. Et on débute donc avec le sénateur du jour, c'est Vincent Capo-Canellas qui nous accompagne pendant cette demi-heure. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, sénateur de Seine-Saint-Denis, membre du groupe Union Centriste. Vous êtes également questeur du Sénat. On va balayer ensemble l'actualité. Et on commence donc par ces annonces hier d'Emmanuel Macron qui était en déplacement à Nantes, mesure en faveur de l'égalité des chances. Il a annoncé notamment la création d'une voie spécifique pour faciliter l'accès aux écoles de la haute fonction publique, dont l'ENA, à des jeunes qui sont issus de milieux modestes ou qui sont issus de quartiers défavorisés. Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure ? Je pense que la mesure va dans le bon sens, mais que l'égalité des chances ne se résume pas à l'accès aux grandes écoles. L'égalité des chances, c'est aussi l'accès au savoir, à la culture, à l'éducation, dans tous les quartiers, dans toutes les zones rurales, urbaines. L'égalité des chances, c'est l'accès aux services publics. Et l'idée que chacun puisse trouver son destin en passant des concours, oui, c'est une bonne idée, mais ça ne résume pas tout, loin de là. La France a une passion pour l'égalité des chances et c'est une passion qui est positive, qui est saine. Mais je pense que ça, c'est un point positif partiel. Voilà. Et il y a toute une politique sociale qu'il nous faut réinventer aujourd'hui dans un contexte très singulier où toutes les cartes sont rebattues. Et il faut redonner un espoir à la jeunesse, redonner un espoir à chacun, qu'on puisse comme ça s'élever, bâtir une vie, bâtir une famille et avoir un espoir d'améliorer sa condition. Ça fait partie des choses, évidemment, que nous défendons tous. Parce qu'aujourd'hui, il est en panne, cet ascenseur social. Pourquoi il ne marche plus, cet ascenseur social, aujourd'hui ? On a un système redistributif qui marche très bien. Nous sommes champions du monde de la redistribution et de la fiscalisation, d'ailleurs, au passage. Voilà, bon. Donc ça fonctionne, mais ce n'est pas assez. Et ce qu'il faut faire, c'est que chacun puisse avoir accès à la possibilité d'améliorer sa vie, voilà, et de construire une vie avec moins de barrières. Il y a des barrières psychologiques, il y a des barrières à l'entrée dans un certain nombre de professions, parfois aussi. Et puis, quand on vient de certains quartiers, voilà, on est parfois stigmatisé. Donc on voudrait une société plus ouverte. Voilà, donc l'accès aux universités c'est bien, mais je crois que c'est pas tout. Il y a un problème de mentalité, il y a un problème de discrimination parfois aussi, il faut le dire. Et donc, mais la plateforme lancée aujourd'hui par Emmanuel Macron, ça aussi c'est une bonne idée ? Ça va dans le bon sens. Après, il faut faire attention. C'est pas suffisant pour vous ? À pas tomber dans l'excès inverse et stigmatiser aussi certaines professions en les mettant systématiquement en cause. Il y a un bon équilibre à trouver. Comme quoi, comme les forces de l'ordre par exemple ? Bien évidemment, il faut regarder les choses. Il y a des enquêtes à mener, il faut être implacable lorsqu'il y a des bavures, lorsqu'il y a des fautes commises, mais ne jetons pas à l'opprobre non plus. Voilà, ce que je pense, c'est que la France donne trop le sentiment d'être une société hiérarchique, hiérarchisée, dans laquelle on est marqué selon d'où on vient, selon sa catégorie sociale. Et donc, voilà, il y a des sociétés plus ouvertes qui existent. Il faut regarder comment on peut aérer tout ça. Mais ça veut dire quoi, qu'aujourd'hui en France, la promesse républicaine d'égalité, elle n'est plus là, elle n'est plus tenue ? Ça veut dire que nous sommes perfectibles et que nous avons un système où on donne des allocations et où on fait parfois des trappes à pauvreté et que ça, il faut en sortir.
C'est-à-dire que les allocations, c'est pas le bon moyen, c'est pas la bonne voie, c'est ça que vous nous dites? Ça veut dire que la bonne voie, c'est effectivement de permettre à chacun de bâtir sa vie, d'élever sa condition sociale, si je puis employer cette expression avec beaucoup de guillemets, mais pas simplement de recevoir des allocations qui vous maintiennent là où vous étiez. Donc pas de revenus, pas de RSA pour les jeunes, par exemple, c'est une proposition de certains élus. Pour vous, c'est pas la bonne solution? Je pense que ponctuellement aujourd'hui, il y a une question pour les jeunes, bien évidemment. Comme pour l'ensemble des précaires, on en parlera sans doute, avec le Covid, avec le confinement. Il y a une chute sur tout ce qui est petits contrats notamment, il faut le prendre en compte, mais ça ne peut pas être pour moi RSA pour tous. Oui, vous avez raison, on va revenir sur cette question des précaires, on va notamment parler des travaux du Sénat. Il y a d'autres mesures sur l'égalité des chances qui ont été annoncées ces derniers jours, notamment un plan de plus de 3 milliards pour la rénovation urbaine. Est-ce que vous dites que le gouvernement il prend le sujet à bras-le-corps? Trop tard. Il y a eu le rapport Borloo il y a quelques années maintenant. Il y a eu une occasion manquée de ce point de vue-là. Je crois que le président a manqué un peu de capteur là-dessus. Ces mesures vont dans le bon sens. Je crois que le Premier ministre veut mettre tout ça en musique. Ça veut dire qu'il est déconnecté des réalités du terrain pour vous? Il y a eu un retard à l'allumage, là aussi. Les élus de Seine-Saint-Denis, ça fait longtemps qu'ils alertent sur une inégalité républicaine qui serait particulièrement marquée dans votre département. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou est-ce que là, le gouvernement a fait des efforts? Édouard Philippe avait lancé une consultation et a annoncé un certain nombre de mesures que le Premier ministre actuel, Jean Castex, est venu sur place expliquer, détailler, prolonger. Donc là-dessus, je crois que tous les parlementaires de Seine-Saint-Denis convergent sur l'idée que cette fois, il y a des mesures qui sont puissantes, qui permettent aussi de fidéliser un certain nombre de fonctionnaires. Parce qu'on était un département où on faisait du tourisme. Quand on était fonctionnaire de l'État, on peut rester 2 ans et puis on repartait. Donc fidéliser tout le monde, que chacun connaisse le département, connaisse nos villes, connaisse nos jeunes, connaisse les habitants. Ça, je travaille avec eux. Ça, c'est une bonne chose. Notamment, il y a beaucoup de mesures puissantes. On a un département qui échappe aux critères habituels d'attribution des aides. Là-dessus, le Premier ministre a annoncé des choses relativement fortes. Il faut le voir dans le temps. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est dynamique, il est à la manœuvre là-dessus pour que ça avance. Donc on y croit. Mais nous sommes le département le plus pauvre de France sans doute. Nous sommes l'un des plus jeunes et avec des difficultés sociales qui sont connues de tout le monde. Et on va continuer à en parler puisque, vous le dites, la crise sanitaire elle a évidemment des conséquences sociales. Et le Sénat a lancé des travaux sur cette question avec une mission d'information dont vous êtes membre. On va voir tout ça avec Quentin Calmet. Bonjour Quentin. Bonjour Ariane, bonjour Vincent Capo-Canelas. Et le Sénat a donc lancé une nouvelle mission d'information. Elle concerne l'évolution de la lutte contre la pauvreté et la précarisation. On est en crise humanitaire en France aujourd'hui, c'est ATD Quart Monde qui l'a dit. Les sénateurs auditionnaient 3 associations cette semaine pour faire un premier constat, donc ATD Quart Monde, mais aussi la Croix-Rouge et le Secours catholique. L'idée, c'était d'avoir des retours de terrain de ces acteurs avec leurs mots sur la violence de la crise qui touche actuellement des millions de personnes en situation de pauvreté. Et la crise a accentué la difficulté des Français les plus démunis à joindre les deux bouts. Écoutez ces associations. Cette période oblige les gens aussi qui ont très très peu de ressources à se battre pour se nourrir coûte que coûte et pour faire face aussi à l'endettement qui a été très important pour faire face aux charges de logement notamment. En Maraude, c'est 86% de personnes qui ont été rencontrées en plus. C'est en volume de personnes, 22 000 personnes qui ont été rencontrées, dont chiffre qui me glace à chaque fois que je le prononce, dont 6 000 enfants, ce qui représente quand même 25% des personnes que nous rencontrons à la rue dans un pays qui se revendique comme étant un pays développé. Pour les sénateurs, ces témoignages étaient très importants mardi, ils sont essentiels car quand on parle qu'avec des chiffres, on oublie parfois la réalité de ces situations vécues. Pourtant, on parle bien de 8 millions de personnes qui font appel aujourd'hui à l'aide alimentaire. Je voulais effectivement vous faire écouter la rapporteure de cette mission d'information, Frédérique Puissat. On s'attachera effectivement à toutes les décisions qui ont pu être prises, qui ont pu amener un certain nombre de ménages, je dirais, davantage dans une situation de précarité. Je pense aux enjeux liés au logement, je pense aux enjeux liés à la santé, mais il y a aussi d'autres paramètres. Et puis peut-être de corriger, j'allais dire, ce qu'on a le sentiment de percevoir quand on fait des statistiques et puis des réalités terrain. On aborde ces auditions avec 2 aspects et sur 2 jambes. Qu'est-ce qui se passe sur le terrain et comment est-ce qu'effectivement, j'allais dire, dans les grands cabinets, on évalue cette évolution de la précarité et de la pauvreté.
Et Quentin, ce qu'on retient de ces auditions, c'est que la crise sanitaire a été un amplificateur d'une pauvreté, d'une situation qui existait déjà. Exactement, la crise l'a rendue plus visible, comme avec la situation des étudiants qui fait la une aujourd'hui. La précarité de certains jeunes, c'est pas nouveau, le phénomène il s'est intensifié avec la pandémie. La crise du Covid-19 est un accélérateur des dynamiques, elle est révélatrice de ce qui était déjà en cours, a dit Daniel Verger pour le Secours catholique. Lui, il évalue la hausse du recours à l'aide alimentaire de 25 à 40%. Est-ce qu'il y a des pistes qui ont déjà été esquissées, Quentin ? Oui, déjà avec ce constat, on a entendu qu'il y avait la nécessité d'aller vers les plus précaires qui ne se présentent pas d'emblée aux associations. Il y a une forme d'invisibilisation de ces pauvres. Ensuite, les associations ont parlé de lutter contre cette précarité de façon structurelle et non pas simplement avec un chèque par exemple de 150 €, ce qui a pu être fait pendant la crise. On a parlé aussi de l'insertion par l'emploi pendant ces premières auditions. On a parlé augmentation des minima sociaux et pourquoi pas d'un revenu minimal, convenable d'existence. Le débat ne fait que commencer donc, mais certains insistent déjà sur ce revenu de base ou revenu universel. Alors un dernier mot, Oriane, pour vous dire que vous pouvez retrouver l'analyse de toutes ces premières auditions et du travail de cette mission sur la précarité sur notre site avec l'article de publicsena.fr de Guillaume Jacot, mais un dossier qu'on va suivre bien sûr jusqu'en juin. Ouais, merci beaucoup, Quentin. Merci. Sauf si vous avez une question. Oui, on a entendu ces témoignages effectivement des associations. C'est important de commencer par le terrain, par ce qui se dit effectivement aujourd'hui en France. La mission commence ses travaux et on a à la fois interrogé les services de l'État pour avoir des données statistiques, si je puis dire. Mais rien ne remplace la chaleur des témoignages de terrain. Et on voit bien qu'il y a un sujet qui s'ajoute avec cette crise notamment, c'est la coupure des liens humains. Et en fait, quand on est en difficulté, il n'y a rien de pire que se trouver totalement isolé. Et c'est un des facteurs qui s'ajoutent. Donc quand l'État, quand les communes vont au-devant des personnes précaires, aujourd'hui, nous rencontrons une difficulté qui est d'arriver à ce que le contact ait lieu. Voilà, cette crise est terrible, elle éloigne tout le monde. Et ensuite, évidemment, tous ceux qui étaient précaires, tous ceux qui avaient des petits boulots, notamment, se retrouvent dans une situation qui est très grave, qu'il faut prendre en compte. Est-ce qu'il y a des solutions déjà qui se dessinent ? Peut-être que vous aviez même une opinion personnelle avant même le début de ces auditions, mais est-ce que par exemple un revenu universel de base, c'est quelque chose qui va pouvoir émerger comme solution dans ces travaux ? Je ne crois pas à une solution comme ça, uniforme, qui donnerait un signal finalement de déresponsabilisation avec une allocation de plus qui serait donnée. Je crois que c'est installer tout le monde dans une logique de précarisation et de maintien dans des situations qu'on veut au contraire combattre. Il faut arriver à tendre la main, il faut arriver à inciter. On va essayer de travailler, voilà. Mais le Sénat a cette originalité d'essayer de regarder l'ensemble des sujets. On travaille sur la précarisation, on travaille aussi sur le financement, sur la dette. Il y avait des auditions en commission des finances aujourd'hui. Voilà, il sortira des propositions, c'est encore trop tôt pour avancer. Mais sur ces questions de la précarité, de la pauvreté, est-ce que les mesures mises en place pour le gouvernement, aussi bien pour les étudiants que pour l'ensemble de la population, elles vous paraissent suffisantes, elles vous paraissent visées juste ? Globalement, pour les étudiants, j'ai envie de dire que les mesures sont sur la table et maintenant il faut aller trouver chacun et faire qu'elles trouvent leur destinataire. Ça c'est le cas. Après sur la pauvreté, on est en train d'évaluer et visiblement le gouvernement est encore dépassé par la réalité, mais nous le sommes tous. Voilà, donc il faudra sans doute des mesures supplémentaires. Alors après, est-ce que c'est uniquement du budgétaire ? Parce que c'est toujours la réponse qu'on veut donner en France. Voilà, est-ce que c'est pas un travail social un petit peu différent qu'il faudra mener ? Je pense qu'il y aura des deux. En tout cas, ça veut dire que ça va au-delà de fins de mois difficiles. On a vu sur ces images, il y a une multiplication des étudiants qui se retrouvent à faire la queue aux banques alimentaires parce qu'ils n'ont pas de quoi se nourrir à la fin du mois. Pour vous, le problème, il est plus profond que ça ? Oui, il y a un problème de conception de l'avenir, il y a un problème d'une société qui ne donne plus d'horizon, il y a un problème de rupture totale du vivre ensemble, des liens avec tout le monde. Voilà. Et puis, chez les étudiants, il y a une réalité, c'est qu'il n'y a plus de ressources. Voilà, donc ça c'est une des difficultés qu'il faudra sans doute mieux prendre en compte que ça ne l'a été. Il y a eu des mesures ponctuelles, je crois qu'elles sont insuffisantes aujourd'hui. Il faut donner des signaux inclusifs, il faut aussi montrer que voilà, la société va se bâtir avec eux, pas contre eux, pas malgré eux, et qu'on arrête d'opposer les jeunes et les vieux. Voilà, ça fait partie des choses qui doivent redonner du sens. Aujourd'hui, cette société finalement est déshumanisée, c'est ça la réalité.
Voilà. Alors après, on reste dans un système quand même où il faut aussi regarder comment on peut continuer à financer tout ça. Mais la réalité sociale, il faut l'avoir en face. Justement, un mot, puisqu'on parle du financement, cette crise sanitaire, elle voit une augmentation du RSA qui s'accroît fortement. Est-ce que vous dites, puisqu'on parle de financement, est-ce que vous dites que les départements ils pourront continuer à faire face à cette hausse du RSA, ou est-ce que vous avez une inquiétude sur ce sujet ? C'est une inquiétude qui est ancienne, qui devient paroxystique quand on regarde les chiffres aujourd'hui, bien évidemment. Mon département, la Seine-Saint-Denis, fait partie de ceux qui ont le plus grand nombre d'allocataires du RSA. Et qui alertait sur des difficultés budgétaires liées à ce financement du RSA. La solidarité nationale doit jouer, bien évidemment, là-dessus. Ça veut dire qu'il faut renationaliser le RSA pour vous, Ça veut dire qu'il faut donner au département la ressource, parce qu'on lui donne la dépense. Et on ne peut pas le laisser tout seul se débrouiller avec cette augmentation des dépenses. Mais sans le renationaliser, c'est une piste qui est sur la table, notamment dans votre département. Je pense que lorsque le département gère très localement les sujets de RSA, c'est utile, il y a une connaissance du terrain. Si c'est une structure totalement nationale, on va perdre en contact, en lien avec chacun. Voilà. Mais la vraie question, c'est que c'est une politique nationale qui est menée avec les départements, il faut leur donner les moyens de la mener, financiers. On va parler de deux sujets d'actualité qui vous concernent, que vous suivez de près en tout cas. D'abord, ce retour de l'écotaxe. Vous avez travaillé, vous, sur ce sujet au Sénat. Vous étiez le vice-président de la commission d'enquête à l'époque. La loi climat, elle ouvre la porte à un retour de l'écotaxe, alors qui ne dit pas vraiment son nom, qui n'est pas vraiment l'écotaxe telle que conçue à l'époque, mais quand même, elle ouvre la porte à ce que les régions puissent la mettre en place. Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose ? Je pense que oui. J'ai regretté à l'époque qu'on ne sache pas aller au bout d'une réforme qui était certes difficile, qui avait été fort malmenée. On se souvient de Madame Royal à l'époque et d'un certain nombre de foucades, de changements de cap de dernière minute, d'annonces inopinées. Voilà, ça avait du sens simplement de dire que les poids lourds qui traversent notre pays, notre région, doivent participer à l'entretien des voies qu'ils abîment, parce que lorsqu'un 38 tonnes passe, évidemment, au bout d'un moment, ça fait des dégâts, et donc les collectivités ne peuvent pas financer le maintien du réseau. Donc ça avait du sens, pour plein de raisons. Ça a rapidement, ça s'est tombé. Bon, voilà. Et notamment cette fronde des bonnets rouges, dont on se souvient à l'époque. Est-ce que le fait de territorialiser la mesure, finalement, en tout cas de laisser aux régions la possibilité de la mettre en place, ça peut éviter cette fronde et ça peut permettre à la mesure de se mettre en place pour vous ? Je pense qu'il y a des régions, notamment frontalières, où la question peut se poser. C'est le cas en Ile-de-France, qui est un axe de circulation pour l'ensemble du pays. Valérie Pécresse y est favorable, ça me paraît positif. Madame Pécresse a très justement dit qu'elle était prête à regarder le sujet et qu'elle y voyait un intérêt. Moi, je partage ça. L'autre sujet qui vous concerne, puisque là aussi c'est des questions sur lesquelles vous travaillez beaucoup, c'est le secteur aérien. Avant de parler de l'impact de la crise sur le secteur aérien, un mot sur l'annonce hier du gouvernement qui a annoncé l'abandon du nouveau terminal à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? C'est un peu une annonce en trompe-l'œil. Madame Pompili a voulu faire un coup au moment où sa loi est un petit peu discutée, sa loi sur le climat, elle donne un gage. Bien, ok, mais en même temps le gouvernement, quand on lit bien le communiqué, dit qu'il demande au groupe Aéroport de Paris de réfléchir et de proposer un nouveau projet. La réalité, c'est qu'à Roissy, la qualité de service... Donc c'est pas si abandonné que ça, c'est ça que vous nous dites ? On va voir. Il y a une réalité, c'est que le gouvernement, en tout cas, dit à ADP, proposez-nous autre chose. Bon, voilà, ce projet était un peu daté. Ce projet n'était plus dans l'air du temps. On voit bien avec la baisse du trafic. Mais la réalité, c'est que la qualité de service à Roissy doit être améliorée et que ce projet permettait de le faire. Premier point. Deuxième point, à un moment donné, le trafic aérien repartira parce que c'est un trafic mondial. La France n'aime pas l'aérien, c'est un problème. La France a été pionnière dans ce domaine-là. Et si on continue à ne pas aimer ce secteur-là, si on continue à le fustiger, on verra les centres de recherche et les usines partir. Donc moi je dis attention, accompagnons ce secteur, qu'il fasse ça mieux écologique. Il est en train de le faire. L'avion décarboné est possible. Le secteur aéroportuaire décarboné, ça vient aussi. C'est ça qu'il nous faut construire ensemble. C'est aussi une réserve d'emploi. On en parlait tout à l'heure, s'agissant des questions sociales. En Seine-Saint-Denis, dans l'Île-de-France, beaucoup de salariés travaillent à Roissy, comme à Orly. Et donc, il faut faire attention à ce secteur-là. C'est un de nos rares secteurs dans lequel on est mondialement en avance. Nous sommes l'une des 3 ou 4 nations qui savent faire des avions de A à Z. Il y en a très peu. Voilà. Et l'aéroport de Paris est le premier groupe au monde. Voilà, donc, il faut certes revoir le projet, le rendre plus écologique, l'adapter à des réalités qui ont changé avec la crise, mais n'abandonnons pas l'investissement à Roissy.
Restons compétitifs, sinon les passagers demain, ils iront à Francfort, ils iront à Londres, ils iront à Amsterdam. Mais pour vous, c'est juste temporaire cette baisse drastique du trafic. Là, on est à moins 70% pour les aéroports parisiens l'année 2020. Pour vous, c'est temporaire ou est-ce que la crise sanitaire elle va engendrer des nouveaux modes de transport avec moins d'avions, peut-être moins de voyages d'affaires et que c'est plus profond que ça le problème? C'est pas juste temporaire lié à la crise. La crise est profonde. Elle est conjoncturelle avec à peu près 25% de trafic, plus ou moins. Là-dessus, ça veut dire quand même que les compagnies, les aéroports voient 75% des ressources disparaître. Parce que lorsqu'il y a moins de trafic, il y a moins évidemment de chiffre d'affaires. Et donc c'est extrêmement fort. Je pense notamment en ce moment au sujet de la recapitalisation d'Air France. La France a besoin d'avoir une compagnie nationale. C'est une question de souveraineté. Sinon les Français pourront plus se déplacer autrement qu'avec des compagnies étrangères. Lorsqu'on parle de nationalisme économique, entre guillemets, de souveraineté économique, il faut savoir y penser. Voilà. Et après, au-delà de cette crise conjoncturelle très forte avec le Covid, il y a un sujet, c'est la mutation du secteur. On a appris que les visioconférences permettaient parfois d'éviter certains déplacements. Et ensuite, je pense qu'on a un petit peu exagéré quand même la honte de l'avion, comme on le dit parfois. Voilà, c'est un secteur qui essaye de faire sa mutation écologique, qui est en train de la faire et qui va la réussir. Donc ne cassons pas tout. Allez, on va suivre l'actualité dans nos régions. Maintenant, Vincent Capo-Canellas, on va à Gap. On va retrouver Rémi Miret. Bonjour Rémi, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Dauphiné. Le Dauphiné qui fait sa une sur cette avalanche qui a eu lieu à La Grave. La Grave soufflée par une avalanche. C'est à la une de votre journal. En effet, c'était une avalanche de 500 000 mètres cubes de neige qui s'est déclenchée hier à 5 heures du matin. Je vous laisse imaginer le monstre, 1 km de long, 200 mètres de large et une trentaine de mètres de haut. La rupture s'est produite au niveau d'un glacier situé à 3200 mètres d'altitude. La coulée est composée de neige, de sérac, qui sont des gros blocs de glace, et d'arbres arrachés, a dévalé la montagne sur près de 2000 mètres, pour arriver tout près de ce village, La Grave, de 500 habitants. Et est-ce qu'il y a eu des dégâts ou pas, Rémi ? Alors, il n'y a pas eu de victimes, mais des dégâts matériels, oui, car l'onde de pression provoquée par l'avalanche, qui est une sorte d'aérosol géant, a soufflé très fort et très froid sur le village. Les bâtiments ont été crépis de neige, des fenêtres ont été brisées, laissant entrer la neige dans les pièces, des arbres couchés, mais les dégâts les plus importants ont été relevés dans un camping, où un bâtiment aurait même bougé. Pour le reste, ce sont des coupures de téléphone ou d'électricité qui ont rapidement été rétablies, une conduite d'eau potable aussi qui a été endommagée, et les inquiétudes se portent sur une rivière qui pourrait avoir été déplacée de son lit. On a rencontré plusieurs personnes sur place, dont un couple qui gère un hôtel-restaurant et qui nous dit avoir sorti la neige des chambres avec des pelles, c'est dire l'ampleur, et aussi un couple de camping-caristes qui dormait tout près de l'endroit où l'avalanche s'est arrêtée et qui nous décrit un réveil très brutal. Oui, on imagine bien. Est-ce que ce genre de phénomène est fréquent, Rémi ? Alors ça tombe souvent, une coulée de neige était partie du même endroit la semaine dernière, mais c'est rarement aussi gros. Le même phénomène s'était produit, ceci dit, en janvier 2018, aux Ouches, près de Chamonix, en Haute-Savoie. Plusieurs dizaines d'habitations avaient été plâtrées de neige par le souffle d'une avalanche. 2 autres avalanches se sont produites aussi ce lundi dans les Hautes-Alpes avec 2 miraculés. Un homme en ski de randonnée qui a été enseveli pendant 20 minutes sous la neige et qui a été sorti en hypothermie par un autre groupe de skieurs. Et un autre secteur où se trouvait un groupe de skieurs et de snowboarders. L'un d'eux a été bousculé par la neige, mais il a réussi à s'extirper avant de se faire emporter. Comment on peut expliquer ce phénomène, ces avalanches ? Alors il y a plusieurs phénomènes, les chutes de neige récentes d'une part, les variations de température également qui créent un manteau neigeux instable. Il pourrait y en avoir une autre raison plus insolite, l'épisode météo de ce samedi 6 février. Le ciel était devenu orange, je ne sais pas si c'était très visible depuis Paris, mais en tout cas dans le sud-est de la France, on l'a bien vu. Orange car il transportait du sable du Sahara qui s'est posé sur les reliefs. Alors des chercheurs étudient les conséquences que ça pourrait avoir sur la fonte du manteau neigeux, et aussi sur le risque d'avalanche. Est-ce que c'est lié avec l'avalanche de La Grave ? Je n'ai à ce jour pas la réponse. Merci beaucoup. Merci Rémi pour toutes ces explications. Et on revoit la une du Dauphiné ce matin et donc cette avalanche La Grave soufflée par une avalanche. C'est à la une de votre journal. Merci Rémi d'avoir été avec nous depuis Gap. On va parler de votre revue de presse. Il n'y a pas les mêmes problématiques en Seine-Saint-Denis. On va voir avec Quentin ce qu'il en est pour votre département. Et
Quentin, on commence avec le Parisien qui s'interroge et insiste-t-on à une guerre des territoires en Seine-Saint-Denis? Oui, c'est la question posée après une bagarre au couteau au Lilas. C'était mercredi, mais ce n'est pas le premier épisode. Il y a eu toute une série d'altercations ces dernières années, jusqu'en octobre 2019, où un jeune de 15 ans, Kéoui, qui avait 15 ans, qui était du Pré-Saint-Gervais, il était mort après une de ses rixes. Alors 3 communes, les Lilas, Romainville et le Pré-Saint-Gervais, ont décidé de mettre en place une coopération de leur police municipale. Mais ça vous parle particulièrement aussi ce sujet, parce qu'au Bourget, la commune dont vous avez été maire, il y a eu aussi une rixe comme cela. On a retrouvé un jeune de 15 ans inanimé dans une cave au Bourget. Là aussi, il s'agirait d'une guerre des bandes rivales avec un niveau de violence jamais atteint, dit l'actuel maire du Bourget. C'est votre sentiment aussi ? Il y a souvent eu des affrontements, mais qui restaient à un niveau de violence quand même bien inférieur. Donc c'est très préoccupant. Et le jeune Brady, dont vous parliez tout à l'heure, qui au Bourget a été victime, qui a été laissé pour mort dans une cave. C'est la police qui l'a sauvé, qui l'a retrouvé. Nous avons tous eu une pensée pour lui et nous l'avons collectivement adressé. Et puis y compris hier, il y a eu une réunion du conseil municipal du Bourget. On l'a rappelé, nos souhaits de rétablissement. Mais au-delà de tout ça, les forces de police sur place sont confrontées à une vraie difficulté qui est de comprendre comment ce type de guerre de bande peut partir et ensuite comment on peut faire. Voilà, moi, lorsque j'étais maire, j'avais un chef de la police municipale qui menait un vrai dialogue et qui était capable d'aller sur le terrain, rencontrer un à un les leaders, qu'on dit, parfois les chefs de bande, pour arriver à apaiser tout ça. Je pense qu'il faut du dialogue, mais la justice doit passer parce que là, on a une montée de la délinquance, une montée dans la gradation qui est terrible. Voilà, et ça interpelle tout le monde. On continue avec un autre sujet, puisque c'est Libération qui nous raconte qu'en Seine-Saint-Denis, la fracture numérique creuse la fracture vaccinale. Exactement, c'est un phénomène qui a été observé en janvier. Les habitants de départements voisins, mieux connectés, ils ont réservé les créneaux prévus pour les habitants du 93. Par exemple, à la Courneuve, on s'est rendu compte que sur les 756 premières doses, celles des 15 premiers jours de la vaccination, seulement 20% des bénéficiaires étaient des Courneuviens. Et donc, la faute au système d'inscription par Internet. Ces réservations en ligne sont déjà un peu contre-intuitives pour les plus de 75 ans, mais c'est carrément un non-sens pour les populations précaires de notre département, explique un médecin responsable du centre de vaccination d'Aubervilliers. C'est carrément même presque un scandale ce qui se joue avec cette vaccination en Seine-Saint-Denis. Alors le préfet nous a réunis la semaine dernière avec le directeur de l'ARS pour aborder ces questions. Il y avait une volonté au départ des services de l'État de faire 17 centres, d'aller au plus près des populations, mais il y a une fracture numérique, effectivement, et c'est très difficile de s'inscrire parfois, et beaucoup se découragent. Le chiffre qui nous a été donné était d'ailleurs inverse, c'est-à-dire que le préfet nous a plutôt annoncé 20% de personnes extérieures. Là, vous citez un chiffre à 80% qui est évidemment très interpellant. Et dans ce cas-là, effectivement, ça heurte énormément. Voilà, donc l'idée, c'est quand même que les plus précaires aient accès à la vaccination comme les autres. Donc là-dessus, il faut qu'on regarde comment on peut faire. Et ça veut dire qu'il y a un vrai travail de terrain avec des assistances sociales, avec le tissu associatif, avec les élus, pour faire que chacun puisse aller se vacciner et essayer de conduire les gens vers ces centres-là. Et on termine avec la détresse psychologique des étudiants. Oui, je voulais quand même qu'on voit cette question posée par Stéphane Troussel parce que c'est très intéressant. Pourquoi n'existe-t-il aucun bureau d'aide psychologique universitaire? On appelle ça les BAPU. Il n'y en a aucun en Seine-Saint-Denis. Il y a pourtant 4 campus universitaires sur votre territoire. Alors, l'engorgement des structures médico-psychologiques, il ne date pas d'hier en Seine-Saint-Denis, mais il est particulièrement critique avec la crise sanitaire qui touche et qui impacte les étudiants. Qu'est-ce que vous dites, vous, à la ministre, qui va nous rejoindre dans quelques instants? Moi, je dis à la ministre qu'il faut se saisir du sujet, que la question des psychologues, la question des assistances sociales en Seine-Saint-Denis, la question des psychiatres aussi, des pédopsychiatres pour les plus jeunes, est une question ancienne et qu'il n'est pas normal que ce département ne bénéficie pas au moins des mêmes moyens que ses équivalents et que ses voisins. Et on va écouter dans quelques instants la réponse de la ministre qui va vous succéder. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous ce matin. À tout à l'heure, Quentin. Tout à l'heure, dans 2 minutes, on accueille donc Frédérique Vidal, la ministre de